Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Virginie Labert, chef du pôle action économique des douanes de Bordeaux. Je suis avec Yann Lendrek, qui travaille à la Directe, qui est adjoint au chef du pôle 3E. Ensemble, nous allons vous faire un atelier qui concerne le Brexit. Donc, effectivement, cette thématique extrêmement prégnante au moment où je vous parle. Donc, quand le UK devient un pays tiers. Le Royaume-Uni est entré dans l'Union européenne le 1er janvier 1973 et il en est sorti officiellement le 1er février 2020. La date à retenir est effectivement le 1er janvier 2021, puisque à cette date, le Royaume-Uni est un pays tiers au même titre que les États-Unis ou la Chine. Pour vous parler plus spécifiquement du contexte économique et politique, je cède la parole à Yann Lendrek pour sa présentation. Bien, bonjour à tous. Donc, on va tourner en fait dans cette présentation autour de deux dates, celle du 23 juin 2016, qui est la date donc du référendum, et puis la date que vous a indiquée Virginie, celle du 1er février 2020. Alors, on repart du 23 juin 2016, référendum qui finalement montre un Royaume-Uni assez divisé, même très divisé sur la question de la sortie de l'Union européenne. Vous savez que des pays d'abord, enfin des nations ont voté pour le fait de rester dans l'Union européenne. C'est le cas de l'Écosse, avec une très large majorité, à plus de 62%. C'est aussi le cas de l'Irlande du Nord, à près de 57%, un vote sur le souhait de rester dans l'Union européenne. Et on reviendra sur, évidemment, la question nord-irlandaise qui ferait aujourd'hui débat encore. Et puis, deux nations ont voté pour le fait de quitter l'Union européenne, l'Angleterre, mais avec là encore un pays extrêmement divisé, puisque la City, donc Londres, a voté largement pour le fait de rester, alors que le reste du pays, en fait, a voté pour le souhait de quitter l'Union européenne. Et c'est de même pour le Pays de Galles, puisque Cardiff, la capitale, a voté pour le fait de rester dans l'Union européenne, alors que le reste du Pays de Galles a voté pour le fait de quitter l'Union européenne. Donc on se retrouve avec un Royaume-Uni très divisé sur cette question, qui l'est toujours aujourd'hui. Un des derniers sondages qui est paru, qui montre la désunion finalement au sein du Royaume-Uni, c'est l'idée que 60% des Britanniques ont une opinion favorable de l'Union européenne. Donc, quels sont les enjeux finalement économiques pour l'Union européenne, la France et peut-être la Nouvelle-Aquitaine aussi? Pour l'Union européenne, finalement, en termes d'échanges économiques, elle est dans une situation peu de dépendance finalement vis-à-vis du Royaume-Uni. Il faut savoir que le Royaume-Uni exporte un peu plus de 50% de ses biens marchandises vers l'Union européenne, alors qu'en réalité, l'Union européenne n'exporte que 7% de ses marchandises. Donc on voit que la dépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, bien évidemment, penche de l'autre côté. L'important aussi est de bien comprendre ce qui se passe par rapport aux échanges avec la France. Vous savez que traditionnellement, quelques années, la France a une balance commerciale nettement déficitaire et en réalité vis-à-vis du Royaume-Uni, et c'est là l'un des particularismes, nous avons une balance excédentaire de plus de 12 milliards d'euros en 2019. Donc, pour la France, c'est un certain enjeu, évidemment, et encore plus, je dirais, enfin, aussi pour la Nouvelle-Aquitaine, qui exporte, elle aussi, de manière favorable et de manière excédentaire avec le Royaume-Uni. C'est le deuxième partenaire de l'export après les États-Unis, et donc, avec une balance commerciale donc favorable de plus de 860 millions en 2019 environ. Donc, on voit que ici, on a véritablement, aussi bien pour la France que pour la région Nouvelle-Aquitaine, eh bien, un impact particulier du Brexit, puisque nos balances sont excédentaires. Alors, deuxième date qu'il faut retenir, et c'est une date véritablement très importante, c'est celle qui a été citée par Virginie, celle du 1er février 2020. Et là, on va s'arrêter un petit peu pour comprendre ce qui se passe au 1er février 2020. Donc, 1er février 2020, eh bien, en fait, officiellement, un accord est trouvé donc entre l'Union européenne et le Royaume-Uni sur les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Vous savez qu'en fait, cet accord a duré assez longtemps, hein, puisqu'on part du 23 juin 2016, donc date du référendum, pour arriver au 1er février 2020. Vous savez qu'en fait, en réalité, la négociation
a eu rapidement lieu sur à peu près tous les sujets, y compris la dette qui se chiffre quand même, hein, la dette du Royaume-Uni vis-à-vis de l'Union européenne qui se chiffre autour de 45 milliards d'euros, un peu plus. Donc, c'est pas tellement, aucun sujet finalement économique n'a posé problème sur ces conditions de sortie. Par contre, ce qui a posé problème, et vous le savez, c'est le sujet de la frontière nord-irlandaise. Qui dit Brexit dit qu'en fait, théoriquement, on rétablit une frontière entre l'Irlande du Nord, donc, et l'Irlande du Sud. Or, vous le savez, ce sujet est un point de difficulté très important vis-à-vis de l'Union européenne. Je vous fais simplement un petit historique sur le sujet. 1920, c'est donc la partition entre l'Irlande du Nord et l'ère, donc l'Irlande du Sud, partition de l'Irlande, de l'île d'Irlande. Et on peut dire que cette partition n'a jamais véritablement été acceptée. Et finalement, ça a dégénéré en guerre civile à partir de 1968, de la fin des années 70, et pour à peu près une durée de conflit qui dure 20, 25 ans, une trentaine d'années. Qu'est-ce qui se passe pour régler ce conflit? Eh bien, le Royaume-Uni fait appel à l'Union européenne. Et fait appel à l'Union européenne pour trouver en fait une solution de compromis quelque part entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, et pour faire en sorte qu'en Irlande du Nord, cette guerre civile qui a fait beaucoup de morts, hein, plus de 3000, cesse. Et la solution qui est trouvée par l'Union européenne, c'est finalement d'assurer un libre passage, plus de contrôle à la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et ce sont les fameux accords du Vendredi Saint. Et je vous rappelle que derrière ces accords, il y a un certain Michel Barnier, qui est aujourd'hui le négociateur en chef pour l'Union européenne, s'agissant de la sortie donc du Royaume-Uni de l'Union européenne. Donc vous comprenez bien que ce sujet-là est un sujet qui dépasse largement le cadre politique. On parle ici de paix. Et toutes les négociations ont tourné autour du fait de comment ne pas rétablir en fait cette frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Et la solution de compromis qui a été trouvée d'ailleurs, c'est de finalement créer une frontière en mer d'Irlande, simplement une frontière un peu fictive où en fait on ne rétablit donc pas la frontière donc physique entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, mais en mer d'Irlande. Et puis alors, un accord est trouvé, donc le 1er février 2020, et vous savez qu'à la fin de l'été, eh bien, le gouvernement de Boris Johnson, essaye de détricoter un petit peu, en quelque sorte, cet accord qui avait été laborieusement trouvé et qui finalement pose problème au regard, notamment, du contrôle des marchandises. Un accord a été trouvé hier entre les négociateurs sur ce sujet, pour finalement trouver et mettre en place une espèce de frontière électronique. C'est en tout cas le sens de l'accord qui a été passé hier. Alors ça pose encore des difficultés parce que cette frontière, en quelque sorte économique, n'est pas encore mise en place concrètement, puisque le système d'information n'existe pas. Donc on voit là encore une difficulté qui existe sur le sujet. Mais enfin, il semble que sur ce sujet, qui était quand même un des points de discorde importants, eh bien, l'on avance. Et je rappelle que, à cet égard, l'élection de Joe Biden aux États-Unis est aussi un facteur favorable, puisque vous savez que Joe Biden est d'origine irlandaise et il a toujours dit que si une frontière devait être établie entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, il n'y aurait pas d'accord commercial avec la Grande-Bretagne. Et de ce point de vue-là, ces déclarations ont certainement joué aussi un rôle très positif aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que donc, 1er février 2020, on a un accord sur les conditions de sortie, mais toujours pas un accord commercial. On est aujourd'hui dans une phase de transition. Transition jusque, aujourd'hui officiellement, jusqu'au 1er janvier 2020. Cette phase de transition, elle est laquelle? Le Royaume-Uni n'est plus dans l'Union européenne, mais donc il ne participe plus aux instances de gouvernance de l'Union européenne. En revanche, il continue à bénéficier pendant cette période de transition de toutes les libertés économiques existantes. La liberté de circulation des biens, liberté de circulation des capitaux, des personnes, des services, et le trépied de tout cela, l'union douanière, ce qui fait qu'il n'y a aucun droit de douane, aucune formalité particulière, et bien entendu des règles harmonisées de TVA et d'accise, tout ça reste en vigueur. Mais reste en vigueur donc jusqu'officiellement au 31/12/2020 si cette période n'est pas prolongée. Alors, on en est où de la négociation commerciale pour éviter d'avoir un Brexit sans accord? Cette négociation commerciale, elle achoppe aujourd'hui sur 3 points.
vous avez sans doute entendu parler des négociations complexes sur la pêche. Les eaux britanniques sont très poissonneuses, beaucoup de ressources halieutiques, et il faut savoir que beaucoup de pêcheurs européens viennent pêcher dans les eaux britanniques. Néanmoins, sur ce sujet, on sent aussi qu'il y a un rapport de force qui est un peu compliqué pour le Royaume-Uni, dans la mesure où, si certes, les pêcheurs britanniques, évidemment, pêchent beaucoup dans cette zone, ils exportent en réalité vers l'Union européenne près de 80% de leur pêche. Ce qui donne dans la négociation, vous le comprenez aussi, à l'Union européenne quelques arguments pour éviter les quotas, notamment sur ce sujet. Autre point de discorde, vous savez qu'on est parti sur un accord ambitieux qui est zéro quota, donc zéro droit de douane, donc aucun droit de douane, donc ça c'est l'idée de départ, mais conditionné par l'Union européenne par le fait qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale, que le Royaume-Uni ne s'engage pas vers du dumping social, fiscal ou environnemental, et sur ce sujet, il n'y a toujours pas d'accord. Et pas d'accord non plus sur l'instance de gouvernance, l'instance d'arbitrage, donc sur ces sujets. Donc, vous comprenez qu'à 22 jours, maintenant, puisqu'on est très très près de la fin, on commence à être dans une situation très complexe, parce que vous voyez bien que ces trois sujets sont quand même majeurs, même s'il existe des points d'accord sur tout un tas d'autres sujets. Je parle de la coopération judiciaire, de la coopération policière, ou par exemple de tout ce qui peut être programme commun, comme le programme Erasmus. Bref, il y a tout un certain nombre de sujets sur lesquels on est tombé d'accord, mais ces trois sujets sont toujours pas dénoués, et donc le temps tourne. Au 1er janvier 2021, donc, si pas d'accord commercial, on est sur un no deal. Brexit, no deal. Le Royaume-Uni devient un pays totalement tiers, avec des règles qui fonctionnent selon celles de l'OMC. Donc, rétablissement, plus de liberté particulière accordée, liberté de circulation des services, personnes, capitaux, et surtout, rétablissement des droits de douane, des formalités de droits de douane, des barrières non tarifaires, comme le contrôle phytosanitaire, bref, tout ça est remis en place. Donc, pour permettre aux entreprises de se préparer du mieux possible, celles-ci doivent regarder un certain nombre de points dans les échanges qu'elles ont avec le Royaume-Uni. Par exemple, les salariés. Vous pouvez très bien avoir des salariés britanniques en France. Alors certes, les contrats de travail continuent, mais il peut se poser un nombre de questions, de cas particuliers. Alors là, vous avez aussi des sites pour vous aider. Le site Brexit Pratique, sur notamment les droits sociaux des travailleurs. Vous avez aussi l'adresse suivante, brexit@travail.gouv.fr, pour des questions précises sur le droit du travail. Mais voilà que ces questions, il faut y faire très attention dès aujourd'hui. Autre point d'accroche, la chaîne logistique. Si vous avez des biens, et notamment périssables, que vous exportez vers le Royaume-Uni, ou bien même du Royaume-Uni vers la France, vous savez que dans les premiers jours d'un Brexit sans accord, il va y avoir des points d'engorgement. Donc attention aux biens périssables qui peuvent franchir la frontière, notamment dans les premiers jours du Brexit, parce qu'il se peut qu'il y ait des points d'engorgement, quel que soit le travail qui a été effectué de préparation sur ces questions-là. Attention aussi aux réglementations sectorielles. Vous avez un certain nombre de réglementations sectorielles qui simplifient un certain nombre de sujets dans l'Union européenne. On pense à l'automobile, on pense à la pharmacie. Par exemple, aujourd'hui, quand vous autorisez un véhicule sur un pays de l'Union européenne, c'est valable pour tous les pays de l'Union européenne. Bien, demain, cette autorisation, elle ne vaudra plus, évidemment, que pour l'Union européenne sans le Royaume-Uni. Et de même, inversement, un véhicule qui serait autorisé en Royaume-Uni ne serait pas autorisé automatiquement sur l'Union européenne. Attention également à tout ce qui peut être contrat. Vous avez sur vos contrats, bien entendu, ils continuent les contrats commerciaux que vous avez avec le Royaume-Uni. Mais deux sujets peuvent se poser. D'abord, la question du droit applicable, de la juridiction compétente. Et attention, parce que le droit britannique, dans les mois, les années qui viennent, risque de s'éloigner de l'Union européenne. Donc, attention au droit et à la juridiction compétente. Et attention aussi aux questions de prix. Il se peut que s'il y ait un rétablissement des droits de douane, en cas d'accord, bien évidemment, les droits de douane déséquilibrent les contrats. Donc, prévoir des clauses de révision de prix, c'est très important dans vos contrats commerciaux. Attention également à vos systèmes d'information. Vous savez que le RGPD, le règlement général sur la propriété des données, ne s'applique plus au Royaume-Uni à partir donc du 1er janvier 2021. Et donc, on conseille, si vous avez des données personnelles hébergées au Royaume-Uni, de les rapatrier.
Vous savez aussi qu'un certain nombre de directives risquent de tomber, comme les directives services et qualifications. Attention donc à la reconnaissance des qualifications, à la liberté de vous installer, et également sur certaines professions, avocats, architectes, et également attention aux services financiers. Vous savez que la City n'aura plus le monopole du passeport financier si les contrats financiers perdurent. Attention pour les nouveaux contrats. On conseille également de rapatrier les contrats services financiers dans l'Union européenne. Pour toutes ces questions et pour vous préparer en tant qu'entreprise, vous avez un site préférentiel qui est le site www.votrediagnosticbrexit.fr. Je répète 3 fois www.votrediagnosticbrexit.fr qui vous permet en tant qu'entreprise de vous préparer du mieux possible à cette transition et de voir si vous êtes aujourd'hui totalement préparé. Alors, je vais passer maintenant la question à Virginie sur les questions de douane et plus exactement peut-être sur les questions aussi de frontières intelligentes qui vont être mises en place à l'occasion de ce Brexit. Virginie? Oui, merci Yann, merci de cette présentation très globale. Donc vous l'aurez compris, effectivement, encore quelques points d'achoppement qui sont en discussion. Alors, la douane, sans plus attendre, et effectivement, ça fait maintenant plus de 3 ans qu'on travaille à des solutions techniques et innovantes pour garantir la fluidité des marchandises. Donc, comme l'a dit Yann, effectivement, 1er janvier 2021, vos marchandises n'auront plus vocation à sortir et à circuler librement dans les échanges avec le Royaume-Uni. Donc, il sera nécessaire de réaliser des formalités douanières pour continuer vos opérations commerciales. Le 1er janvier, ça mettra fin également à ce que vous faisiez préalablement, ce qu'on appelle une déclaration d'échange de biens. Donc, les DEB n'auront plus cours. Il faudra évidemment faire des déclarations en douane puisque l'Union européenne, puisque le Royaume-Uni devient un pays tiers au même titre que la Chine ou que le Royaume-Uni. Donc pour redonner un maximum de précision sur la déclaration en douane, donc pour vos opérations d'exportation et d'importation, ce que l'on vous recommande tout particulièrement, c'est de veiller à la bonne coordination des différents acteurs de la chaîne. Qu'est-ce que ça veut dire cette coordination? Ça veut dire que c'est tous les intermédiaires, Yann en a cité quelques-uns, mais notamment les logisticiens, transporteurs, chargeurs, mais aussi pour nous un acteur essentiel qui est le représentant en douane, le RDE, à moins que vous ayez votre douane qui soit intégrée d'ores et déjà dans votre société, mais dans la plupart des cas, vous allez passer par un prestataire de service. Donc, votre représentant en douane devra anticiper ces déclarations et rester mobilisé tout le long du processus du passage de la frontière jusqu'à l'arrivée au Royaume-Uni si on est à l'export et inversement si on est à l'import. Votre transporteur sera également un acteur essentiel puisque lui devra veiller au regroupement de plusieurs déclarations. J'aurai l'occasion d'y revenir sous un seul code-barre pour ce passage frontière. Et donc, le but ultime, c'est effectivement de fluidifier les opérations. Et ça, ce travail en amont de préparation est essentiel. C'est l'importateur ou le chargeur qui est à l'origine de l'importation qui doivent s'en acquitter. L'idée, bien évidemment, c'est de sécuriser chacune des étapes de la préparation de la marchandise, de s'assurer de la génération de la déclaration et de transmettre cette déclaration au conducteur. Donc, la solution qui a été mise en place par la douane, c'est la frontière intelligente. Donc, on est, comme l'a cité Yann à l'instant, dans une situation inédite qui a nécessité une réponse inédite. Il faut quand même que vous ayez une idée de l'évaluation du poids relatif du nombre de poids lourds. C'est 5 millions de poids lourds qui traversent chaque année la Manche-Mer du Nord. Sur ce flux, 80% entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni passe par quelques points frontières uniquement, j'aurai l'occasion d'y revenir, dans les Hauts-de-France et en Normandie. Et 20% de ces flux globaux sont destinés, in fine, à la France. Donc, le modèle économique du tunnel sous la Manche et des ferries, donc, est jusqu'alors basé sur la rapidité et la fluidité des flux, avec des temps de traversée très courts. Comme vous pouvez le voir, moyennant 35 minutes à 2 heures, vos marchandises sont acheminées de l'autre côté de la frontière.
Ce que nous avons constaté au niveau douanier, c'est que les infrastructures existantes n'étaient pas dimensionnées pour traiter le dédouanement des marchandises. Donc, il a bien fallu, à un moment donné, mettre autour d'une table tous ces acteurs-là pour discuter ensemble d'une solution donc qui est portée par la douane. Donc, il s'est agi à un moment donné de faire communiquer entre les compagnies maritimes, les gestionnaires du port, les gestionnaires du tunnel, ainsi que tous les acteurs locaux, pour adapter l'infrastructure et préparer cette frontière intelligente. Il a fallu aussi, bien évidemment, intégrer des bureaux de douane, les centres d'inspection sanitaire, ça a été cité tout à l'heure, et phytosanitaire, ainsi que des aires de stationnement, puisque, bien évidemment, étant donné les flux de camions, il sera nécessaire d'avoir des zones qui leur sont destinées. Donc, pour être un peu plus clair sur la frontière intelligente et les endroits où véritablement elle est active. Donc, la frontière intelligente a été déployée sur 8 ports. Donc, les ports de Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen-Ouistreham, Le Havre, Dieppe, Calais et Dunkerque. Et bien évidemment, le tunnel de Calais. Donc, la mise en œuvre de cette frontière intelligente, c'est le fruit d'un travail conjoint, je viens de vous l'expliquer, effectivement, compagnie maritime, gestionnaire du port, du tunnel, pour adapter les infrastructures et mobiliser tous les acteurs parties prenantes à ce sujet. Ce que nous avons fait, nous, douane, de nombreux essais en mars, septembre, octobre 2019 et à la fin de cette année 2020, on a fait ce qu'on appelle des marches à blanc, c'est-à-dire qu'on a simulé des importations de marchandises avec tout le process que je vais vous expliquer juste après pour s'assurer que la solution que nous avons proposée, c'est-à-dire la frontière intelligente, soit efficace et efficiente. Les objectifs de cette frontière intelligente sont de 2 ordres. Le premier, c'est, comme je vous l'ai dit, maintenir la fluidité de la circulation des marchandises malgré le ralentissement qui est lié aux formalités douanières nouvelles à la frontière. Donc l'idée, c'est d'éviter l'engorgement des infrastructures, hein, comme l'a dit Yann. Bon, bien que, avec toute la meilleure volonté du monde, nous ne pouvons pas vous garantir qu'il n'y aura pas à un moment donné des engorgements. Parce que le niveau de préparation de l'autre côté de la frontière est pas tout à fait au même niveau que nous du côté français. Et l'autre objectif, évidemment, c'est de permettre aux différents intervenants de répondre à leurs obligations dans le respect du cadre réglementaire qui a été arrêté. Les principes fondamentaux de la frontière intelligente, ils sont simples, c'est l'anticipation des formalités douanières qu'il va falloir mettre en place préalablement et l'automatisation de la gestion, l'orientation des flux et l'identification du moyen de transport à son arrivée. Je vais y revenir parce que j'aurai un schéma à vous communiquer à ce niveau-là. Le système d'information qui est dédié à cette frontière intelligente s'appelle le SI Brexit, système d'information Brexit, qui a été donc développé par la douane et qui sert d'interface en fait entre les différents systèmes des compagnies maritimes, le système informatique douanier, donc Delta G, Delta T et ICS, Import Control System, j'y reviens, et le système qui s'appelle le système TRACE pour les formalités sanitaires. Vous l'aurez compris, notre démarche est d'être dans la construction d'un système interopérable pour pouvoir avoir les informations les plus pertinentes possibles et pour pouvoir, encore une fois, assurer cette fluidité qui est gage de maintien et de continuité du commerce avec le Royaume-Uni. Donc, ce système informatique dédié, donc le SI Brexit, comme vous pouvez le voir, il repose sur 5 piliers. Le premier que je viens d'aborder, c'est le volet sûreté-sécurité, hein, donc qui est né après les attentats du World Trade Center. Donc, nous sommes impactés évidemment par le contexte sécuritaire qui s'inscrit enfin à l'échelle mondiale. Donc ce système ICS qui s'appelle Import Control System nécessite la transmission électronique d'une déclaration sommaire, donc qui est bien moins détaillée que la déclaration en douane à proprement parler. Donc cette déclaration sommaire qui s'appelle aussi ENS, Entry Summary, elle doit être effectuée avant le franchissement de la frontière de l'Union européenne. Donc, cette déclaration sommaire est poussée dans le système ICS pour des raisons de sûreté-sécurité, quel que soit le moyen de transport qui franchit la frontière. Ensuite, nous avons l'enveloppe logistique sur laquelle je reviendrai. Donc, elle permet, cette enveloppe logistique, de regrouper plusieurs déclarations sous un seul et unique code barre. L'appairage, c'est un système qui permet d'associer une ou plusieurs déclarations à un véhicule. L'aiguillage, donc l'aiguillage permet d'orienter les véhicules à leur arrivée sur site.
Et enfin, la gestion des flux, donc qui permettra de gérer les flux de marchandises en temps réel. Pardon. Alors, l'enveloppe logistique, pour faire un petit focus là-dessus, pour que ça soit bien clair. Donc, l'enveloppe logistique, en fait, elle permet de créer à l'importation ou à l'exportation, et y compris sous transit, une enveloppe qui reprendra autant de déclarations que nécessaire sous un seul code barre. Ça, cette question-là, elle est à régler avant avec votre déclarant. Il va falloir que vous sachiez si c'est votre déclarant qui va s'en occuper ou votre transporteur, lequel des deux va faire cette enveloppe logistique. À ce stade, les déclarations en douane concernées ne sont pas encore liées à une unité de transport. On est bien en amont. L'enveloppe logistique, voilà, c'est dans la démarche d'anticipation, elle se met en place avant. Il est possible de créer cette enveloppe logistique depuis l'étranger. Voilà. Et elle contiendra les déclarations donc au départ de la France. Il y a un lien internet que vous pouvez retrouver sur le site douane.gouv.fr avec tout un dossier sur le Brexit. Mais là, j'essaye de faire du condensé, étant donné que dans cet atelier, le temps est restreint. Donc, je vous donne les informations qui sont les plus pertinentes et que vous ayez, enfin, qu'il est nécessaire que vous ayez à l'esprit avant le 1er janvier 2021. Donc, cette enveloppe logistique, il sera possible, et on laisse cette option-là aux déclarants ou aux transporteurs, de modifier cette enveloppe, de la supprimer, de la revoir, de corriger les erreurs. Tant que l'appairage au point numéro 1 n'a pas été fait. J'y reviendrai. L'appairage, c'est l'association enveloppe logistique, moyen de transport. Cette application d'enveloppe logistique sera accessible à partir de n'importe quel téléphone ou ordinateur. Donc, voilà. Autre point important sur lequel j'attire votre attention, il va falloir que vous veillez avec votre transporteur, votre logisticien, voire avec votre RDE, à ce que les marchandises qui soient regroupées dans un même moyen de transport ne fassent pas l'objet de formalités particulières. Pourquoi je vous dis cela? Parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, l'appairage se fait au niveau du moyen de transport. Donc, dès lors que il y aurait du groupage dans le camion et que certaines marchandises qui pourraient être transportées, je vous en donne quelques exemples, par exemple médicaments, produits soumis à accise ou produits phytosanitaires, sanitaires ou vétérinaires, seraient transportés en même temps que des marchandises qui n'auraient pas vocation à faire l'objet de formalités particulières. Dès lors que tout ça serait dans la même unité de transport, ça risquerait de bloquer tout le camion. Donc ça fait partie des points qu'il faut que il faut que vous discutiez de ces points-là avec votre RDE ou votre rechargeur. Donc l'enveloppe logistique, l'idée évidemment, c'est bien de permettre de gagner du temps en regroupant toutes les déclarations, ça vous l'aurez compris. Et le code barre unique qui sera délivré, lui, va permettre d'accélérer l'appairage, qui est la slide d'après. Donc l'appairage, c'est évidemment, c'est ce que je vous expliquais, la liaison entre la plaque d'immatriculation du moyen de transport et le code barre de la déclaration en douane ou de l'enveloppe logistique. L'idée, c'est de faire communiquer ces deux éléments pour qu'on puisse, à partir d'un simple scan ou d'une saisie du code barre, récupérer l'ensemble des déclarations qui y sont attachées. Pourquoi c'est important? Parce que dès lors que nous aurons accès à ces informations-là, il nous sera possible de faire une analyse de risque et d'orienter les flux et d'orienter évidemment le chauffeur une fois sur site. Donc l'appairage par l'identification du poids lourd permet encore une fois de fluidifier son passage au point frontière. Donc ces données sont toutes envoyées évidemment dans le système d'information Brexit et vers les applications douanières pour leur analyse. Je vous donne une petite information, un focus particulier. Les camions à vide qui reviennent ou qui partent à vide, plus rare, mais qui reviennent à vide ou avec des envois postaux devront quand même avoir le chauffeur devra quand même avoir un code barre. À défaut, le camion sera considéré comme n'ayant pas effectué ses formalités douanières. Alors j'accélère, voici le premier schéma qui est un schéma de passage frontière à partir du tunnel. Donc là, vous le voyez effectivement, un certain nombre d'opérations, donc l'enveloppe logistique, l'appairage, le contrôle d'immigration, le contrôle des douanes britanniques, sachant que la validation doit avoir lieu avant le débarquement des marchandises. Là, pour le coup, c'est le port, donc ça dure 35 minutes. À l'arrivée, le camion sort soit fil verte, soit fil orange, avec un contrôle un peu plus poussé en fonction de les nécessités de contrôle. Et pareil avec le port, donc on bénéficie de 35 minutes là quand il s'agit du contrôle par le passage par le tunnel et 2 heures quand il s'agit du passage frontière par bateau.
Voilà, je vous communique les coordonnées de vos pôles d'action économique. On reste évidemment bien à votre disposition pour toute question qui vous serait utile. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cet atelier. Je propose à Yann, évidemment, de reprendre la parole pour saluer nos participants et je vous remercie tous. Oui, mais bon courage à vous. Suivez bien l'actualité dans les prochaines semaines pour voir effectivement s'il y aura accord commercial ou pas. Et n'oubliez pas l'adresse www.votrediagnosticbrexit.fr pour vous, entreprise, et vous familiariser à ces questions de Brexit. Voilà, bon courage à vous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.